À l'origine, il y a 3 nombres. Une date, un mois, une année. Un jour où tout à coup la vie a basculé. Raconter en quelques mots, reproduire une série de quelques gestes, goûter un souvenir, trouver un chemin connu, se souvenir d'un moment partagé, ce sont quelques pouvoirs dans nos vies qui semblent pour toujours nous appartenir. Des pouvoirs qui, un matin, se sont éloignés pour Raphaël, Margot, Pierre et Isabelle. C'est le début d'une nouvelle vie parfois très différente de celle d'avant. De cette vie-là, qui est nouvelle, elle n'est pas complètement toute nouvelle, mais beaucoup. Tout est plus intense, plus fort, plus, je suis une plus, une trop, et puis des fois une moins, trop, plus, moins, pas assez. Le puzzle. Au début, le puzzle, j'ai énormément appris. En fait, quelque part, cet accident m'a appris tellement de choses énormes. Mais énormes, c'est dingue. Mais c'est dingue, je serais passée à côté de tout ça. Il y a le avant, il y a le là, j'ai fait un AVC il n'y a pas longtemps, et il y a le je vais revenir. Et puis au bout d'un moment, les médecins m'ont dit, mais il y a la vie d'avant, et puis maintenant, tu as la vie d'après qui a commencé suite à ton AVC, tu ne retrouveras pas ta vie d'avant. J'ai mis beaucoup de temps à l'accepter. Il y a 1 an encore, je ne l'avais toujours pas accepté. Là, ça va mieux. Disons que j'ai compris que j'avais ma vie d'avant et ma vie d'après AVC, et que maintenant, il faut que je m'adapte. Qu'il y a des choses que je ne peux plus faire, d'autres choses où je peux faire, mais c'est différent. Chaque année, 200 000 personnes en France subissent une lésion cérébrale significative. Traumatisme crânien, accident vasculaire cérébral, maladie. À l'origine, c'est toujours un accident, un moment d'une vie, un avant et un après. Puis, invisible, un handicap qui ne dit pas son nom, chaque fois différent, aux conséquences imprévisibles. Conséquences physiques d'abord. Les fonctions de la marche, de la parole, hémiplégie, motricité fine sont souvent touchées. Mais les conséquences sont aussi intellectuelles, psychiques et psychologiques. Elles altèrent le comportement, la réflexion, la personnalité. Il devient difficile de réaliser des processus complexes, pourtant si présents dans notre quotidien. Marilyn est la maman de Théo, victime d'un accident de la route à l'âge de 18 ans. Un truc qui, avec le recul, qui est extrêmement marquant, c'est l'incapacité de se rendre compte de la gravité de la situation. Et c'est là que j'ai appris qu'il y a des choses qu'on peut nous dire, expliquer en long, en large, en travers, mais qu'on n'entend pas. Après 6 soirs, j'habitais à Cône, dans une rue à Cône. Il avait une lettre qu'il fallait qu'il aille mettre à la poste. Donc il part avec son petit sac à dos, au revoir, donc il part mettre sa lettre à la poste. 10 minutes après, il revient. Et puis après, je ressors mettre ma poubelle ou dehors, je sais pas quoi. Je m'aperçois qu'il y a son sac par terre à côté de la poubelle, avec sa lettre. Il n'avait pas pu aller jusqu'à la boîte aux lettres, quoi. Parce que d'autres choses interviennent et qui se croisent. Et voilà. Comme si vous, du jour au lendemain, vous vous retrouviez au Japon, sans savoir rien déchiffrer, sans savoir vous exprimer, et avec des us et coutumes qui ne sont pas les vôtres. Moi, sans faire de flagornerie, je leur dis toujours, votre intelligence, elle est intacte, et on le voit, mais il y a des outils qui sont pétés. La moindre difficulté dans votre vie devient insurmontable. Un point commun est souvent mis en avant. Une grande fatigue ressentie et une demande en énergie augmentée pour mettre en œuvre les petites actions du quotidien. Raphaël a été victime d'une rupture d'anévrisme à l'âge de 22 ans. Je me souviens rarement, pas très rarement, mais rarement quand même, des événements que je vis pourtant personnellement en fait. Je disais tout à l'heure que mes journées font peut-être 16 ou 17 heures maximum parce que je vais évoluer plus lentement qu'une personne lambda et encore 16 ou 17 heures c'est plus peut-être, généralement plutôt 14 ou 15 heures en fait. C'est-à-dire que les personnes se rappellent de ce qu'elles faisaient avant, mais ne peuvent plus faire de nouvelles acquisitions, elles oublient ce qu'elles viennent de faire 10 minutes avant.
Ça, c'est très complexe parce que c'est très compliqué dans une reprise professionnelle, d'études ou même dans une vie sociale avec des proches. Ça, c'est vraiment des troubles de la concentration, de l'attention, on le constate souvent, et une lenteur qui suit l'accident, qu'elle soit cognitive ou même dans les actes moteurs de la vie quotidienne. Donc ça, c'est des constantes, mais après, elles sont plus ou moins importantes et plus ou moins... On ne peut pas vraiment faire de catégorie en dehors de ces vers modérés, légers, qui ne veulent pas dire grand-chose en même temps. Le plus souvent, c'est le langage qui est atteint. Le rythme de la parole est diminué, c'est une des formes les plus courantes de l'aphasie. Margot, enseignante, a appris à vivre avec ce trouble de l'élocution au quotidien. Du coup, des fois, les gens me demandent d'où je viens, de quel pays je viens. Et alors, moi, je serais tentée de dire de l'aphasie, mais c'est complètement con. Donc, je leur dis non, moi, je suis née à Bordeaux, alors qu'il y a des gens qui sont persuadés que je suis anglaise parce que je mélange le genre des mots. Je peux dire le à la place de la, un, une, et mal faire certains accords qui sont des fautes que font les Anglais. Et il y a aussi tout ce truc que les gens, au début, me parlaient à ça du visage. En détachant chaque syllabe, l'air de dire elle comprend rien, sauf qu'en fait non, je comprenais tout. Et du coup, je trouvais ça très violent. La première fois que ça m'est arrivé, c'est le premier jour quand je suis arrivée en centre de rééducation, la première infirmière que je vois, et je me suis dit mais elle n'a pas eu mon dossier, celle-là, elle sait pas que je suis aphasique, pourquoi elle me parle comme à une neuneu? Et ça m'a désespérée, ça m'a fait pleurer. C'est un handicap parce que comme il est invisible, quand on me croise dans la rue, on voit rien. Et à partir du moment où j'ouvre la bouche, ça peut être problématique. Par contre, c'est drôle parce que quand je me fais draguer dans la rue et que je lui réponds, à partir du moment où j'ouvre la bouche, ils se barrent les gars, donc c'est marrant. D'abord, l'aphasie et les problèmes de communication, ce sont des problèmes qui ne concernent pas que le malade. Pour communiquer, il faut toujours être au moins deux. Et donc, une aphasie, un problème de communication, va être très dépendant de l'interlocuteur. L'aphasie correspond à un spectre très très large qui va d'une parole tout à fait fluide à un mutisme complet, et au milieu il y a tous les intermédiaires possibles. Toutes les fonctions cognitives sont intriquées, c'est-à-dire le langage ne va jamais être utilisé seul, il sera toujours régulé par les autres fonctions cognitives d'eux-mêmes, tous les processus de planification mentale, planification d'un schéma mental ou moteur, peut aussi dans une certaine mesure, être activé ou inhibé par des fonctions langagières. Bien sûr, de même, ne serait-ce que quand on apprend des procédures, on peut compléter l'apprentissage moteur par des procédures verbales. Les fonctions cognitives, voilà, de manière générale, ne sont jamais utilisées seules. Il y a toujours une synergie entre toutes ces fonctions cognitives. Les lésions cérébrales n'atteignent pas les facultés intellectuelles. Les personnes atteintes sont tout à fait capables de raisonner et d'appréhender leur environnement. Ces capacités intactes pour les personnes extérieures peuvent entraîner une remise en cause de la notion de handicap. La question du déni est souvent présente chez les personnes cérébro-lésées comme leur entourage. Estelle, victime d'un AVC il y a 2 ans, a peiné à faire reconnaître son handicap. Moi, j'ai eu des personnes qui m'ont dit « mais tu marches, tu parles, c'est bon, tu vas bien, arrête ton cinéma, entre guillemets, et puis ça va passer, et puis voilà, quoi, c'est bon, tu peux travailler, tu peux avoir ta vie normale. » Les gens comprennent pas que c'est invisible, mais qu'au quotidien, pour mon mari, pour ma fille, pour moi, on le voit bien, quoi. Je l'explique, mais c'est difficile pour les gens à comprendre. Voilà, je leur dis, mais je fatigue très vite, je ne suis plus en état de m'occuper de ma fille seule. Et les gens, comme ils le voient pas, ils ont du mal à le comprendre. Alors j'explique, il y en a qui ont fini par le comprendre avec le temps. Après, j'ai beaucoup de personnes qui se sont éloignées, qui ont coupé les ponts. C'est vrai qu'au niveau social, j'ai plus vraiment de vie. J'ai ma famille proche, mais c'est vrai qu'au niveau ami, c'est ce qu'on se doigt d'une main. Mon handicap, il est invisible parce que quand quelqu'un qui ne me connaît pas ne peut pas deviner, parce que je parle correctement, ne peut pas deviner ce qui s'est passé dans ma vie. Et les séquelles que je peux avoir, ça ne se voit pas, rien ne se voit. J'arrive pas à expliquer ce que je ressens, comment je le vis vraiment, j'arrive pas. J'ai l'impression, j'ai essayé un peu, mais comme si je parlais dans le vide, quoi, parce que rien ne se voit. Rien ne se voit. On peut imaginer n'importe quoi. Ma Marité,
Elle invente, Marité, elle exagère, Marité, elle va bien, elle est comme avant. Ben non. Si l'intelligence demeure intacte, le handicap n'en est pas moins réel. Les incapacités ciblées, même si elles ne sont pas visibles au premier abord, empêchent le plus souvent un retour à l'emploi et impactent les relations sociales. Peut-être parce que ce handicap est moins visible, l'environnement social est moins apte à le prendre en compte et à l'accepter. Souvent, le tissu social se délite et les amitiés sont bouleversées. Dans le temps, après la vie devient tellement difficile, tellement compliquée, et les rapports sociaux avec les gens qui connaissaient avant, alors là, il y a une faille, pas une faille, c'est un gouffre. Parce que il arrive, c'est vrai qu'il a un débit un peu ralenti, on va dire, quand il parlait, quand il est une gestuelle un peu ralentie. Donc c'est pratique les gens pour dire mais il est saoul, il est drogué, donc il est passé pour un délinquant peu respectable. C'est bien d'avoir les gens un peu en dessous, d'être en position, de pouvoir se sentir en position de supérieur et tout, de se servir de ces gens-là. Je pense que ça doit les rendre service en fait. Si les personnes extérieures qui ne sont pas informées, à qui on n'a pas expliqué qu'il y a une aphasie, forcément, le regard social peut être un peu jugeant, peut être un peu malveillant. Et quand l'entourage est compréhensif, bienveillant et cherche à s'adapter à l'autre, ça ne peut que bien se passer. Donc, on a beaucoup de patients qui, suite à ces lésions, vont plutôt avoir tendance à s'isoler. Ils vont quitter plutôt une conversation, ils vont avoir besoin de se reposer beaucoup plus, ce qui va entraîner un certain retrait social, ce dont ils peuvent souffrir ensuite sur le plan psychologique. Le handicap a fait éruption dans une vie dite ordinaire, les faisant basculer du jour au lendemain dans l'inconnu. Aux changements physiques et psychiques s'ajoute souvent un handicap social et professionnel. C'est un combat de longue haleine qui commence, car il atteint la personne pour sa vie entière et dans tous les aspects de sa vie. La gestion de ses émotions devient alors un enjeu de survie pour l'animal social que nous sommes. De base, j'ai un peu le cliché des femmes qui vont facilement pleurer devant un film, voilà. Mais là, c'est devenu puissance 10 000. Il y a des choses qui vont me toucher alors qu'avant, ça n'aurait jamais été le cas. J'ai eu des très grosses sautes d'humeur qui étaient très violentes. En fait, d'un seul coup, je pouvais passer du rire à la colère pour une broutille. Et en fait, sur ces moments-là, pour moi, ça prenait des proportions énormes. J'en suis venue à un stade où j'étais à 2 doigts de taper ma fille parce qu'elle elle était en colère, elle nous a fait une crise. Et un jour, je me suis vue lever la main et j'ai dit non, j'ai dit stop. Et c'est là que du coup, j'ai dit aux soignants, j'ai dit vous me suivez, ok, mais j'ai dit mais là par contre, il va falloir aller l'étape supérieure parce que je ne peux plus rester comme ça. C'est pas possible quoi. Et c'est vrai qu'avec de la sophrologie, les antidépresseurs qui aident aussi, ça m'a aidé à canaliser, mais je le sens, il suffit qu'il y ait 2 ou 3 semaines où je fasse plus trop de sophrologie, moi toute seule de mon côté à la maison, je sens que j'ai mes sautes d'humeur qui vont vite remonter, quoi. La moindre difficulté dans votre vie devient insurmontable, parce que du coup, ce truc de planification, on est des monsieur et des madame Jourdain de la planification, on le fait toute la journée, nous, on s'en aperçoit pas. Dès lors qu'on se dit je vais sortir, on planifie. Il y a le fait qu'ils sont comme sur une paroi lisse, quoi. Ils glissent. Comment ils se raccrochent? On a un adhérent, chaque fois qu'ils vont faire une sortie, il achète une carte postale. Et je lui dis, mais comment ça se fait? Tu fais la collection des cartes postales? Il me dit non. Comme ça, je me souviens, quand je les regarde, je retourne, il les affiche à son mur. Je sais où je suis allée, sinon, je ne sais pas où il est allé. Ma sœur, elle me dit tout le temps, mais quand on lui dit après-demain tu sors, elle me dit mais tu sais, moi je sais pas quel jour on est. Donc après-demain. Avant d'aller au réveillon, à un moment où il fallait qu'on se prépare, j'ai fait une crise parce que on était le 31 décembre et qu'on allait boucler une année et qu'en fait il s'était rien passé. J'avais l'impression d'avoir pas avancé. Mais voilà, en général, quand j'ai des crises comme ça, c'est vraiment lié à l'insécurité. Au fait que je ne sais pas de quoi sera fait le futur. Il y a des trucs comme ça sur la gestion de l'humeur, effectivement, qui est compliqué.
Moi, je remarque quand même que quand on est une personne cérébrolésée, on n'a absolument plus confiance en soi. On se dévalorise. On n'attend même plus que les autres vous disent que vous n'êtes pas ceci, pas cela. Ben, on se le dit soi-même. Et je trouve aussi un petit manque de confiance dans les autres. Quand je dis un manque de confiance, c'est pas le manque de confiance qu'on pourrait avoir face à quelqu'un qui va nous arnaquer. C'est est-ce que cette personne va être solide ? Parce que le handicap discute les performances, se peut-il qu'il remette en jeu les questions liées au genre ? D'après les études, les hommes sont bien moins nombreux que les femmes à assumer le statut de handicap. La question de la performativité masculine, concept étudié actuellement, peut-elle se reposer suite à un trouble cérébral ? La norme sociale associant performance et masculinité, un homme développant un handicap voit-il sa masculinité menacée ? Au contraire, le handicap nivelle-t-il les différences hommes-femmes au niveau de la performance ? Raphaël a subi un AVC suite à une rupture d'anévrisme. Depuis, il a entamé un changement de genre. Si le lien entre les deux événements est loin d'être avéré, on observe que les questionnements de genre sont plus nombreux chez les personnes subissant un handicap acquis. Ah, c'est plus difficile si on est un homme ou si on est une femme. Alors techniquement, si on nivelle tout le monde vraiment à égalité, être un homme ou être une femme, c'est la même chose en fait. Par rapport au handicap, on est tous égaux en fait. Et un homme qui a un handicap, qui a un accident de la route, qui perd sa main par exemple, c'est globalement pareil qu'une femme qui a un accident de la route et qui perd sa main droite, qui était droitière. C'est très comparable. N'empêche que la femme va avoir beaucoup moins de difficultés à admettre et donc du coup affronter le handicap que l'homme. Et donc la femme va avancer plus rapidement que l'homme globalement. Parce que les lésions cérébrales entraînent une perte drastique d'autonomie au quotidien, elles touchent plusieurs personnes. La personne cérébrolésée, mais aussi ses aidants, familles, amis ou tuteurs qui sont particulièrement nécessaires. Un rôle difficile qui va impacter la vie de l'aidant presque autant que la personne aidée et l'amener à acquérir des compétences spécifiques. Alors qu'il est à l'université, la maman de Vincent subit un AVC. Il doit alors apprendre à la gérer au quotidien. Le plus compliqué pour moi, c'est de me retrouver. Mon père n'est pas très dans les choses administratives, les papiers, etc. Il n'a jamais été très doué là-dedans. Il déléguait beaucoup, etc. Donc c'est moi qui ai pris en charge la relation avec ses collègues au travail, avec sa hiérarchie, parce qu'il a fallu voir comment se faisait l'arrêt maladie, avec sa banque, etc. C'est pas que c'est difficile en soi, mais ça fait beaucoup à gérer en une seule fois, à la fois l'émotion qui nous dégringole dessus et ce côté hyper terre-à-terre de comment on pratique, comment on va gagner des sous, qu'est-ce qu'on va manger, etc., etc. Et je sens quelquefois que je suis au bord du précipice, au bord de la dépression. J'arrive à tenir parce que je suis très entourée, parce que je cours et c'est une thérapie pour moi. Mais vous voyez, 30 ans après, on peut chuter. Je sens que je ne suis pas loin. Donc il faut faire très attention. C'est un enrichissement si on veut, puisque ça remet en cause toute notre vie, toutes nos relations avec notre entourage. Quand vous avez un proche cérébrolésé qui revient à domicile après, finalement c'est comme un enfant. Un enfant, il faut qu'il ait un cadre, c'est sécurisant pour lui, parce que sans cadre, il va être vite débordé, il va avoir un comportement. Et en même temps, de temps en temps, il va sortir du cadre, puis il faut l'accepter. On fait au quotidien, au jour le jour, en fonction de ce qui était faisable dans le temps qui m'était imparti. C'est quand même beaucoup mon père qui a géré cet aspect-là, gérer avec les guillemets qu'il faut, parce qu'on compose plus qu'on ne gère dans ce genre de situation. Donc un petit peu au jour le jour. On s'est bien tenu les coudes et ça a permis justement de ne pas être trop affecté
par le drame de l'événement, à toujours espérer que, bien accompagné, les situations peuvent s'améliorer. Donc voilà, il se trouve qu'on a eu de la chance, entre guillemets, dans le malheur, que Edune, c'est pas été trop grave et que les séquelles se soient résorbées au bout de 2, 3, 4, 5 ans en s'estompant petit à petit. Et puis le fait qu'on a dans la famille plutôt un tempérament à la déconne et à essayer de pas trop être dans l'affect, le pathos, voilà, on a réussi à soutenir les coudes entre nous. Souvent, la question du déni est présente. Le handicap est invisible, l'intelligence reste, comme certaines compétences qui cachent le champ des incapacités. Pour toutes ces raisons, les droits socialement dévolus aux personnes en situation de handicap ne sont pas toujours faciles à percevoir. Plus, la médecine et la psychiatrie se renvoient la balle. Or, les personnes cérébrolésées ont besoin d'aide pour pouvoir évoluer sereinement. On a plusieurs difficultés avec les personnes cérébrolésées parce qu'en fait, en fonction de l'accident, elles auront affaire soit à la maison départementale des personnes handicapées pour la hache et pour la prestation de compensation du handicap. On va avoir quand même des difficultés à ce que les séquelles soient bien mesurées. Et c'est pour ça que c'est très important qu'on soit dans les maisons départementales des personnes handicapées pour représenter les personnes et expliquer leurs difficultés. Si elles relèvent d'une rente d'invalidité, on a affaire à la sécurité sociale, au médecin conseil. Là, c'est pareil, il faut tomber sur un médecin qui connaisse bien les lésions cérébrales et qui soit bien en mesure de mesurer le handicap invisible et les difficultés de la personne. Est-ce qu'elles ont des ressources financières? Est-ce qu'elles ont l'allocation adulte handicapé? Est-ce qu'elles ont travaillé et auquel cas elles relèvent plutôt d'une invalidité et d'une pension d'invalidité? Est-ce qu'il y a eu un tiers responsable dans leur accident, auquel cas elles seront indemnisées par l'assurance du tiers responsable? On cherche aussi quelles seront les ressources. Quand j'ai fait mon tout premier dossier MDPH, donc c'est en octobre 2020, donc quelques mois après mon AVC, et qu'au final la MDPH m'a tout refusé. J'ai des problèmes de mémoire, mais ça m'a marqué, je m'en souviens. Quand j'ai prévenu ma mère que j'ai eu des refus, elle m'a dit « mais en même temps, t'es pas handicapée ». Et en fait, mais si maman, je suis pas dans un fauteuil, physiquement quand tu me vois, je vais bien, mais quand tu lis la définition du mot handicap, dans le quotidien, il y a peu de choses que tu compares à une personne de mon âge que je ne suis plus capable de faire. Donc je suis handicapée dans mon quotidien. À sa sortie de ses 2 ans de détention, il est allé à l'UROS à Montpellier. Mais quand il arrivait le lundi, il ne fallait pas qu'il soit en retard, sinon il ne rentrait plus de la semaine. Alors j'ai trouvé ça très ennuyeux. Pour des gens qui ont ce genre de traumatisme, qui ont du mal à se caler, qui ont du mal à prendre un train, un truc, à être à l'heure, et qu'on les fout dehors, qu'on leur refuse une aide parce qu'ils ne sont pas capables d'être là à l'heure. Et ça, c'est un truc que j'ai retrouvé tout le long. Tout le long. Des exigences à ce public-là qui sont absolument incapables de les remplir, évidemment. Pour de bonnes raisons, hélas. J'ai été très très mal psychologiquement quand j'étais dans ces mécanismes administratifs où je voyais pas d'issue, où c'était le tonneau des Danaïdes, où je me disais mais en fait il n'y aura jamais de solution. Ça m'a battu psychologiquement et je trouvais même que c'était limite ironique que ce soit vouloir revivre une vie normale qui allait me rendre dépressive. Alors là par contre avec ma psy on en a beaucoup parlé et voilà, et ça et pareil, l'accession des dossiers MDPH, moi j'étais en fin de pile, ils ont mis 18 mois à traiter mon dossier, donc j'ai eu droit à rien. J'ai pas eu droit d'aide ménagère, j'ai pas eu droit d'aide pour regarder mon fils. Il y en a beaucoup qui vivent sous le seuil de pauvreté. Mais c'est affreux ça, affreux, et on n'en parle pas. Il existe malgré tout plusieurs accompagnements possibles. Les associations d'aide aux personnes cérébrolésées, trop peu nombreuses, ne couvrent pas l'ensemble du territoire français. Mais des systèmes ont été mis en place qui ont fait leurs preuves. Groupes d'entraide, groupes de parole, veille de nuit, etc. Mais une solution prometteuse pourrait être le développement des habitats inclusifs. Ils autorisent une autonomie réelle au quotidien tout en mutualisant les besoins d'accompagnement médical et psychologique des personnes cérébrolésées qui peuvent être très divers. Une des missions principales des associations de familles de traumatisés crâniens dans chaque département ou région, c'est une action de lobbying
c'est-à-dire de faire connaître ces séquelles, déjà de toutes les collectivités territoriales et au niveau de l'État pour ce qui concerne l'Union, et de faire en sorte de créer des structures, des établissements, des services, des habitats inclusifs, des loisirs, pour que les personnes cérébrolésées y trouvent leur compte, y trouvent leur place, et que les familles soient aussi déchargées quand même de ce fardeau aussi de l'accompagnement. Ce qu'on pense, c'est quand il y a des troubles du comportement sévères, il faudrait qu'on arrive à créer des habitats inclusifs très spécifiques avec un encadrement avec vraiment des psychologues bien formés qui puissent bien accompagner ces personnes. On n'évitera pas des grosses difficultés, on n'évitera pas des périodes de crise, mais on pourrait quand même soulager des familles, soulager des personnes cérébrolésées et trouver des solutions. Certaines personnes cérébrolésées parviennent à franchir le pas de leur ancienne vie vers la nouvelle. S'il est impossible de parler d'une vie meilleure, ce changement amène les personnes atteintes à développer une meilleure connaissance d'elles-mêmes et à réapprendre ainsi à fonctionner au quotidien. Avec des difficultés cognitives exacerbées et une sensibilité psychologique accrue, l'on est contraint de mettre en place des solutions qui auraient été souhaitables même avant l'AVC. Finalement, le cerveau lésé démontre sa plasticité et trouve de nouvelles voies pour mieux gérer ses émotions. Après, humainement, moi, clairement, même s'il n'y a encore pas si longtemps que ça, je ne le reconnaissais pas. Aujourd'hui, je le reconnais. L'AVC m'a fait grandir et je vis la vie totalement différemment, ouais, ça c'est sûr. Alors déjà, pour les personnes qui ont fait un AVC, j'ai envie de dire de surtout pas lâcher, que même si c'est dur, que c'est compliqué, qu'on voit tout en noir, qu'il y a forcément, comme on dit, les lumières au bout du tunnel, qu'on finit toujours par s'en sortir, qu'il faut se battre, qu'il faut y croire. Je suis contente de m'en être sortie et de vivre les futilités du quotidien. Ouais, moi, ça m'a aidée à ce niveau-là, à être plus ouvert d'esprit, à être beaucoup moins... Enfin, de base, je ne suis pas trop une personne qui juge, mais le peu de jugement que j'aurais pu avoir, c'est vrai que j'en ai encore beaucoup moins. Et c'est vrai on vit la vie différemment. Chaque petite chose qui peut paraître futile pour une personne lambda, pour moi, ça va être une victoire et je vais le vivre différemment. C'est drôle parce que l'AVC, ça a dû griller la zone de la dépression dans mon cerveau parce qu'il ne se passe plus rien de ce côté-là, quoi. Moi, je l'ai vécu comme ça, hein. Je ne dis pas qu'il faut le vivre comme ça. Mais j'ai l'impression que d'avoir survécu à un truc aussi grave, en fait, je n'avais pas à me plaindre. À mon grand désarroi, oui, ça m'arrive encore d'avoir une pensée, une arrière-pensée qui me dit « Ah, j'aimerais bien retrouver un petit peu ma maman d'avant. » Peut-être particulièrement depuis que mon père est mort, des questions sur « Ah bah tiens, dans mon enfance, est-ce que comme ci ou comme ça, est-ce qu'on a fait ça ?» Sur des détails de mémoire où je me dis « Ah, je regrette peut-être » qui est une perte de ce point de vue-là. Après, d'un point de vue affectif, on s'aime toujours autant. Et là, pour le coup, j'ai aucun regret de avant-après, puisqu'on s'aime toujours autant, c'est le plus important. D'une certaine façon, je vois la vie plus belle qu'avant, plus belle, plus réjouissante, plus joyeuse. Je suis plus joyeuse qu'avant, mine de rien, là je ne fais que de pleurer, mais je suis plus joyeuse qu'avant, plus moi-même. Les lésions cérébrales ont des conséquences variables. Souvent, le handicap est important mais invisible. Les difficultés qu'elles engendrent sont donc autant matérielles que sociales. Peu connus du grand public, ces troubles sont parfois moins bien acceptés que des handicaps visibles mieux appréhendés par la société. Aux difficultés matérielles s'ajoutent les problèmes de reconnaissance par les institutions, un certain rejet social et l'isolement de ses proches. Il faut vraiment comprendre que ce n'est pas parce que ça ne se voit pas que ce n'est pas présent, que ça existe malgré tout et que rien que de reconnaître que la personne peut avoir besoin d'aide ou peut avoir des difficultés dans quelque chose, c'est déjà énorme et qu'il faut juste être là, être présent, proposer son aide si besoin. Et accepter que la personne puisse avoir besoin d'aide ou la refuse. Et accepter le ressenti aussi de la personne, parce que je pense que c'est important aussi. Que ce soit sur le plan purement du langage ou sur les conséquences sociales, de ce côté-là, une sensibilisation du grand public est importante. Et ce,
et ce à grande échelle, et ce dès le plus jeune âge. On a souvent des interventions en milieu scolaire pour toutes sortes de sujets, et ne serait-ce qu'une sensibilisation aux aphasies, ne serait-ce que voilà, des interventions en milieu scolaire pourraient être intéressantes. En fait, il n'y a même pas, ne serait-ce que sur l'AVC, il n'y a même pas de campagne publique. Donc les gens, ils savent pas forcément, donc c'est compliqué pour eux aussi de le comprendre. Voilà, comme on dit, l'AVC, il y a quand même, je crois qu'il y en a à peu près en moyenne 1 tous les 4 minutes en France. Pourtant, il n'y a pas de campagne publique de sensibilisation comme, par exemple, je sais pas, au mois d'octobre, il y a le cancer du sein. Donc les gens ne se rendent pas compte à quel point, même si on marche, on parle, qu'on a l'air d'aller bien physiquement, mais on peut avoir des problèmes et que c'est pas contagieux pour autant. On a fait une partie du travail. Il reste encore des trous dans la raquette, il reste encore des difficultés, il reste encore à mieux faire connaître son handicap, notamment de tout le grand public pour qu'il y ait un regard un peu plus bienveillant, parce que c'est pas encore le cas, notamment quand les séquelles sont totalement invisibles. Mais on peut dire qu'on a fait quand même le job.